Une dizaine d'amendements de suppression de l'article, en commençant par le 1. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'objectif de cet amendement est de supprimer effectivement cet article pour une raison toute simple. Ce dont il est question, c'est que le gouvernement veut revenir sur des engagements qui ont été pris, y compris au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat, et comme l'a rappelé excellemment Monsieur Gosselin à l'instant, des engagements qui ont été pris auprès des professionnels de santé, et plus particulièrement des médecins généralistes. À tel point d'ailleurs, et je pense que Monsieur le Ministre, vous ne pouvez l'ignorer, l'Ordre des médecins s'est exprimé sur ce sujet il y a moins de 48 heures encore, en disant que là, il y avait une rupture de la part du gouvernement qui revenait sur des décisions prises. Et d'ailleurs, il y a plusieurs arguments qui méritent d'être avancés. La conservation et l'utilisation des deux fichiers, c'est-à-dire les fichiers SIDEP et Amélie Pro, sont là aussi des fichiers dans lesquels les professionnels de santé avaient accepté de s'engager sous réserve que ces données soient détruites. Maintenant, vous revenez dessus. C'est donc une rupture par rapport à des engagements pris auprès des professionnels de santé. Et ce dont il est question, c'est évidemment le secret médical et d'autre part, ce dont il est question aussi, c'est la protection des données de santé de l'ensemble des personnes concernées. Le deuxième argument, c'est que de surcroît, à travers cet article, on nous renvoie vers un décret. Ce débat doit avoir lieu au Parlement. Comme l'a rappelé à l'instant M. Gosselin, c'est un sujet qui peut être de nature constitutionnelle. Il est hors de question que cela soit renvoyé dans un décret. Et troisième argument, il est absolument incompréhensible que le gouvernement veuille revenir sur cette question même alors que la pandémie est en train de reculer. Donc encore une fois, je pense que ce sont des sujets suffisamment importants que nous ne les prenions pas à la légère. Alors je comprends, on va nous dire, il y a des enjeux qui sont des enjeux de recherche, mais il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux de liberté et de préservation des données individuelles. On ne peut pas transiger avec cela, sinon on est en rupture par rapport à des grands principes. Voilà pourquoi il faut là aussi supprimer évidemment cet article. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Le numéro 3 ne me semble pas défendu. Le numéro 12, Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. La durée de conservation de certaines données à caractère personnel avait suscité, on s'en souvient, de nombreuses réactions, ici même au sein de cet hémicycle, mais aussi comme des Français en général. En plein cœur de l'épidémie, nous avions concédé une entorse au principe de la protection de la vie privée au nom du principe de nécessité et de préservation de notre santé publique. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, une extension à cette dérogation me semble inappropriée, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est sans nul doute l'extrême réserve du Conseil constitutionnel qui, dans un contexte de tension sanitaire bien particulier, avait validé l'instauration d'un fichier numérique pour lister les malades du Covid-19, mais en émettant toutefois des réserves sur la préservation des données privées. La seconde raison, c'est celle d'une concession acceptée, car elle était précisément de courte durée. La troisième raison, c'est celle du contexte tout à fait différent dans lequel nous nous trouvons désormais. Le virus n'a pas disparu, mais il semble contrôlé. Prolonger la conservation de certaines données privées dans ce cadre porte atteinte à l'équilibre adopté précédemment et aux engagements qui avaient été pris auprès des professionnels de santé. Cela vient d'être rappelé. La quatrième raison, c'est qu'une partie de la mise en œuvre de ce dispositif est inconnue puisque son application sera définie par décret. Mais il y a une dernière raison et qui me semble-t-il est grave, même si elle ne concerne pas ce texte directement, mais l'application Stop Covid. C'est l'information qu'a dévoilée Gaëtan Leurent, chercheur français en cryptographie de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui a découvert que tous les contacts croisés pendant les 14 derniers jours étaient envoyés au serveur central hébergeant les données liées à Stop Covid. Alors que le ministre, le secrétaire d'État Cédric O, secrétaire d'État au numérique, avait lui indiqué que les données collectées ne concernaient que les cas où deux personnes se croisent pendant une certaine durée et à une distance rapprochée. Je termine, Monsieur le Président. Nous aimerions donc non seulement obtenir des éclaircissements à ce sujet, mais également revenir sur ce mécanisme, car il y a là, me semble-t-il, rupture de confiance. Et s'il y a rupture de confiance pour l'application Stop Covid, elle peut tout à fait également s'appliquer à cet article 2. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur le 24, M. Negelen, il est défendu. Je vous remercie. Le 35, M. Solignac. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit également d'un amendement de suppression.
D'abord parce que nous pensons que la prolongation de la durée de conservation des données collectées, ça n'est pas une décision anodine. Et ensuite parce qu'il nous semble que, compte tenu des révélations qui viennent d'être évoquées à cet instant par notre collègue, la prudence s'impose. C'est d'ailleurs assez savoureux de constater que c'est un chercheur de l'INRIA qui a mis au point Stop Covid, qui nous a révélé en effet que tous azimuts, les données qui étaient collectées étaient distribuées et remontées au sein du serveur, c'est-à-dire y compris lorsqu'il y avait une interaction à plus d'1 mètre et qui durait moins de 15 minutes. Ça n'est pas tout à fait ce qu'on nous avait vendu quand même, mes chers collègues. Et donc je pense qu'il y a un moment donné où la situation justifie peut-être de prendre des risques et quelque part de jouer les apprentis sorciers, mais là, point trop n'en faut. Point trop n'en faut parce qu'on risque de se retrouver vraiment dans une situation ubuesque où l'application non seulement n'aura eu aucun intérêt du point de vue sanitaire, mais aura considérablement exposé nos citoyens du point de vue de leur vie privée. Et donc nous proposons tout simplement, par prudence, de supprimer cet article 2. Je vous remercie. Merci. Le 38 ne me semble pas défendu. En revanche, le 40, Monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Oui, dès le projet de loi de prorogation d'état d'urgence sanitaire, nous avons demandé des masques et des tests gratuits, pas la mise en place d'une société de contrôle et de tracking généralisée, mais ce projet de loi, une fois de plus, n'en tient pas compte. Au contraire, cet article prévoit d'allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. Dans le détail, il permet, ça a déjà été rappelé, de prolonger au-delà des 3 mois la durée de conservation de certaines données dans une limite cependant de 6 mois. Nous avions alerté déjà sur le fait qu'entériner la création de ce type de fichier revient à ouvrir une boîte de Pandore. Avec cet article, nous faisons un pas de plus sur la pente glissante de la marchandisation des données du Health Data Hub. Par ailleurs, le compte-rendu du Conseil des ministres précise que cela exclut les données de Stop Covid. Quelle garantie avons-nous ? Précisons que Stop Covid a été activé seulement par 2% de la population et que le coût mensuel est environ 100 000 € prélevé sur le budget de l'État. L'hébergeur est quant à lui une filiale du groupe Dassault et Anticor s'est alarmé du fait que la situation au parquet de Paris s'est alarmé de la situation au parquet de Paris en craignant un risque de surfacturation en l'absence de marché public. Et plus récemment encore, ça a déjà été évoqué, ce chercheur de l'INRIA a découvert que l'application collectait les identifiants de toutes les personnes croisées par un utilisateur. Et dernière opposition, et pas la moindre, Monsieur le Ministre, celle de l'Ordre des médecins qui dit qu'il ne veut absolument pas que cette conservation des données soit prolongée. En fait, une fois de plus, le temps met inexorablement à jour vos mensonges accumulés. En voilà un de plus. Vous nous faites à chaque fois, depuis plusieurs semaines, des promesses sur le fait que, main sur le cœur, tout cela n'aura pas lieu. Et les faits prouvent le contraire. Les faits prouvent le contraire. Tout ce que vous nous promettez, en fait, n'est que mensonge. Et c'est encore une fois mis au jour. Nous passons au 51, Monsieur Gosselin. Quelques éléments complémentaires par rapport à l'intervention de tout à l'heure. Je rappellerai quand même que l'encre de la loi du 11 mai est à peine sèche que déjà on passe à autre chose, et ce n'est pas un amendement anodin puisque c'est le texte même du gouvernement, du Conseil des ministres de mercredi dernier qui nous présente un article 2 qui a été certes modifié à modier mais qui sur le fond ne change pas la donne. Donc ça montre bien la durée de l'engagement du gouvernement. Voilà, le gouvernement dit qu'il s'engage pour l'avenir. Oui, l'avenir, c'est entre le 11 mai et aujourd'hui sur ce sujet-là, par exemple. Donc, ça ne laisse pas d'inquiéter sur d'autres sujets, évidemment. Et puis, je voudrais revenir à mon tour sur cet article de Mediapart, relayé par Le Monde, ce chercheur de l'INRIA, qui nous dit qu'en réalité, le dispositif Stop Covid est beaucoup plus intrusif qu'on nous l'avait dit et que le secrétaire d'État, Cédric O, l'avait dit ici, la main sur le cœur. Donc, un dispositif très intrusif, beaucoup plus, quoi qu'on en ait dit. Et en plus, il faudrait que la durée de conservation des données soit plus longue. Ce n'est pas très compréhensible.
La rapporteure, Madame la rapporteure, a bien compris qu'il y avait une petite difficulté. Elle nous a donc présenté un amendement qui vise à éliminer un certain nombre de données de santé. Vigilance, avait dit le Conseil constitutionnel pourtant, le 11 mai, là aussi c'est très récent. Donc, nous dit, soyez sans crainte, l'article 2 est totalement réécrit. On fait le distinguo entre les données anonymisées, c'est-à-dire dont l'identification est irréversiblement supprimée, des données pseudonymisées. Ah oui, d'accord, sauf que les données pseudonymisées ne sont pas des données anonymisées par définition. Et ça veut dire qu'il y a une opération réversible. C'est-à-dire qu'avec des données pseudonymisées, on peut, à nouveau, avec certains processus, retrouver l'identité des personnes. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus d'anonymat. Ça veut donc dire que les données qui seront utiles et utilisées pourront être totalement connectés à l'identité d'individus, ce qui est vraiment un non-sens et anticonstitutionnel. Merci, chers collègues. Le 60, Madame Thiel, défendu également, ou vous souhaitez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Évidemment, il s'agit de la même problématique de cet article 2. Le but étant de le supprimer. La conservation des données, nous l'avons dit, pose un sérieux problème de confidentialité et semble manifestement poser atteinte à la vie privée des Français. Nous l'avons encore vu dans l'article Monde concernant Stop Covid. De nombreuses protestations se sont déjà élevées parmi eux, s'inquiétant de plus en plus de l'utilisation qui peut être faite des données récupérées lors de cette crise. Elles devaient être provisoires, voilà qu'elles vont être gardées. Lors des précédents débats, il était évoqué que cette conservation devait être strictement circonstanciée à la durée de la crise, qui de toute évidence semble s'achever, rendant nul tout argument en la faveur d'une prolongation de la durée de conservation des données. Celle-ci est donc autant inadéquate que dangereuse pour l'usage qui peut en être fait. Par ailleurs, le troisième alinéa du 1 de l'article 2 de la loi du 2020-546 du 11 mai 2020, après lequel doit être inséré cet article, dit que, je cite, « Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins peuvent être conservées à l'issue d'une durée de 3 mois après leur collecte. » Alors pourquoi instaure-t-on une règle à la première phrase que l'on vient immédiatement transgresser dès la seconde phrase? Par ailleurs, la mise en œuvre de cette prolongation reste éminemment floue dans la mesure où seul le Conseil d'État viendra décider des finalités de traitement. Aucune date ni durée n'est mentionnée, créant une insécurité juridique alarmante et écartant le Parlement de tout contrôle effectif sur la méthode employée, ce qui est proprement nocif pour l'équilibre de nos institutions. Enfin, sur la méthode employée, il devient éminemment inquiétant de faire passer dans le droit commun des mesures d'exception. Nous savons qu'à l'expiration de ce nouveau délai, un prétendu nouveau motif viendra une nouvelle fois prolonger cette conservation, transportant ainsi dans le droit commun des mesures censées être d'exception. Cet article est problématique et doit être supprimé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous passons au 62. Madame Gaillot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je vais aller vite parce que je pense que tout le monde... S'il vous plaît, chers collègues, un peu d'attention. Oui, un petit peu d'attention. Parce que tout le monde, effectivement, a donné ses arguments et M. Gosselin a été particulièrement brillant sur la définition et la distinction entre pseudonymisation et anonymisation. Je voudrais juste revenir qu'effectivement, dire qu'il y avait un accord qui avait été trouvé en CMP et que revenir en arrière, c'est quand même... On peut estimer un petit déni quand même du parlementarisme. Deuxièmement, de quoi parlons-nous? Nous parlons de données personnelles, des données de santé, des données sensibles. Ces données sont protégées. Elles sont protégées par quoi? Par 2 textes. La loi informatique et liberté de 78 et le RGPD que nous avons voté ici dans ce même hémicycle. Alors je voudrais vous lire, parce que je ne veux pas faire d'erreur, sur le terme de la conservation des données. Elles peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Nous estimons donc, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, estimons donc que les finalités ne sont pas celles-ci et qu'il y a effectivement un excès et ça porte atteinte à nos libertés individuelles. Donc nous posons cet amendement de suppression. Merci. Je vous remercie. Le 77, Monsieur Molac. Oui, merci Monsieur le Président. Donc je dois être le dernier à défendre ces amendements. Alors, moi je ne crois pas à ces solutions techniques comme ça, qui start-up, noves techniques qui nous permettraient comme ça, dans un monde qui serait le nôtre, d'être la technique va tout régler. Non, la technique en général ne règle rien. Elle crée d'autres problèmes.
Je pourrais parler de bien d'autres exemples où dans les années 60 aussi on a pensé qu'il suffisait de mettre des produits chimiques pour tuer les mauvaises herbes, mais on a inventé les herbicides et on en avait un pour chaque plante que l'on ne voulait pas. On voit bien les dégâts que ça cause aujourd'hui. Donc cette solution, la technicité, ne réglera pas certains problèmes humains. Le croire et cette pandémie, c'est pareil. Et là, le croire, à mon avis, c'est faire preuve d'une grande naïveté. Et donc, parce que ça risque de nous amener finalement au bout du compte dans la société défendue, enfin, décrite par Aldous Huxley à un moment donné, où finalement, on nous suit à la trace et on nous suit. Alors moi, j'ai voté contre Stop Covid, donc évidemment, je suis contre ce type d'article. Et on a eu effectivement dans la presse des informations comme quoi Stop Covid stockerait bien plus d'informations que ce qui est dit au départ. Bien, je conseille tout simplement à nos concitoyens d'enlever le Bluetooth de leur appareil, ça permettra d'être plus tranquille. Je vous remercie. Madame la rapporteure, sur ces amendements de suppression, quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Bon, la Commission a largement échangé sur ce sujet, sur cet article, et a largement modifié l'article 2. Effectivement, il a été considéré par la Commission que les données identifiantes ne pourraient être conservées que pour une durée de 3 mois après la collecte, comme nos discussions en CMP nous avaient fait retenir cette option. En revanche, elle a considéré que pour les données à caractère personnel, pseudonymisées, elles pourraient être conservées jusqu'à 6 mois après la fin de l'état d'urgence, dès lors qu'elles étaient uniquement utilisées à des fins de recherche et de recherche épidémiologique. Si nous venions à supprimer cet article, si nous venions à adopter ces amendements, cela reviendrait au fond à nous priver des moyens de connaître un peu mieux ce virus et la façon dont il se propage, alors même que les données sont recueillies avec le consentement des personnes et qu'elles ne sont pas identifiantes. Un argument avait été soulevé en commission, les données seraient pseudonymisées et non anonymisées, permettant de faire des réidentifications si certaines sécurités n'étaient pas respectées. Je m'étais engagé, Monsieur Gosselin, à vous apporter un éclairage là-dessus. La pseudonymisation est le mécanisme le plus fréquent en matière de recherche. Les données du système national des données de santé sont également des données pseudonymisées. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque et qu'aucun contrôle n'est nécessaire. C'est d'ailleurs pour cela que dans le cadre du projet de loi où nous avons prorogé l'état d'urgence le 11 mai dernier, nous avons précisé dans la rédaction de l'article que les données utilisées pour la surveillance épidémiologique et pour la recherche pouvaient être collectées sous réserve de supprimer les noms et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse. C'est aussi la raison pour laquelle a été créé le comité de liaison dans la loi du 11 mai, ainsi que le fait que la CNIL est également très impliquée sur ce sujet, comme vous le savez. Je souhaiterais conclure en soulignant qu'il n'y a pas de système d'information traitant de données personnelles qui ne présente aucun risque. Je suis sur ce point tout à fait d'accord et prétendre le contraire serait complètement contre-productif. Mais il nous faut trancher une question fondamentale par le vote de cet article. Voulons-nous, oui ou non, que la France puisse faire des recherches sur ce virus en temps utile? Considérons-nous, oui ou non, que le recueil du consentement des personnes, la reconnaissance d'un droit d'opposition et d'effacement de ces mêmes personnes, la pseudonymisation, le contrôle de la CNIL et du Parlement et une durée de conservation ne pouvant excéder janvier 2021 constituent un ensemble de garanties suffisamment protectrices pour les personnes concernées. C'est ça la question à laquelle nous devons répondre. Pour ma part, je pense que la limitation à la finalité de recherche et de surveillance épidémiologique, accompagnée des garanties que je viens de rappeler, sécurise très fortement la rédaction de l'article 2 et permet
d'atteindre ce délicat équilibre entre intérêt général et protection de la vie privée des personnes concernées. Avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Molac, Monsieur Solignac, Monsieur Prudhomme, je crois Madame Thiel et encore d'autres parlementaires, vous avez mis en évidence dans votre intervention Stop Covid. Vous avez fait le lien entre cet article 2 et Stop Covid. Je serais tenté de vous poser la question de savoir si on retirait Stop Covid des applications concernées, est-ce que vous retireriez votre amendement? Non, parce que Stop Covid n'est pas concerné par l'article 2. Stop Covid n'est pas concerné par l'article 2 pour deux bonnes raisons. Un, il ne figure pas dans les applications concernées. C'est SIDEP et Contact Covid. Et en plus, Stop Covid, c'est anonyme d'un bout à l'autre, donc ce ne serait même pas concerné par des données pseudonymisées. Pour pouvoir pseudonymiser des données, faudrait-il déjà qu'elles ne soient pas anonymes pour commencer? Donc, moi, j'ai envie de vous dire, il y a au moins 4 amendements qui devraient être retirés sur la base de ces explications, Monsieur le Président. Il reste quelques arguments. Je n'ai pas terminé, Monsieur Gosselin. Je n'ai pas terminé. Vous étiez, je crois, parmi ceux qui avaient souhaité que le coronavirus soit déclaré comme une maladie à déclaration obligatoire. Je ne me trompe pas. Les maladies à déclaration obligatoire entraînent le stockage des données jusqu'à 25 ans. La tuberculose, 25 ans. La dengue, le chikungunya, plusieurs années. Ça n'a jamais choqué. Et j'attends toujours, je vous avais fait en taquinerie cette proposition lors de la prolongation de l'état d'urgence, je vous avais dit déposer une PPL visant à supprimer toutes les bases de données des maladies chroniques ou des maladies infectieuses à déclaration obligatoire, parce que si stocker 4 mois des données pseudonymisées sur une maladie virale qui a fait 30 000 morts dans notre pays vous effraie, franchement, stocker 25 ans des données sur des maladies comme la tuberculose, je vous provoque évidemment, je serais défavorable à une telle proposition de loi. Je vous dis juste que vous aviez souhaité vous-même que dans le cas des maladies obligatoires, de fait, les données non anonymisées du Covid-19 soient stockées pendant 25 ans. Ce n'est pas ce que nous avons fait comme choix. J'ai entendu beaucoup de remarques sur la question de la CMP. D'abord, attirer votre attention sur le fait que le gouvernement n'est pas en CMP, donc il n'y a pas d'engagement gouvernemental sur une CMP. C'est le respect du Parlement, et c'est tout à fait normal. Ensuite, que la CMP avait eu une discussion... Oui, mais j'étais pas au téléphone, hein. Je n'étais pas au téléphone, monsieur le député, pendant la CMP. Chers collègues, laissons parler le ministre. Ensuite, le gouvernement a entendu les remarques des parlementaires, parce que dans le cas de la CMP, vous n'aviez pas discuté de données pseudonymisées, mais de la conservation de données nominatives. On n'est donc pas dans un reniement du travail respectable des parlementaires dans le cas de la CMP. Sauf à me dire, monsieur le député, que MB72 ait le même sens, la même signification et le même pouvoir d'identification de quelqu'un que Marie Balache qui habiterait en Sarthe. Parce que quand on parle de données pseudonymisées, pardon, je mets 2 secondes l'habit de médecin, il n'y a pas un seul protocole de recherche clinique qui ne passe pas par des données pseudonymisées. C'est la vie de la recherche clinique. Donc je veux bien que parce que c'est le coronavirus, on mette des règles qui n'existent dans aucune maladie, dans aucun protocole de recherche, et qu'on aille là se faire en sorte de se désarmer. Alors je sais qu'il y en a certains qui voudraient, non je voulais être provoque, mais désarmer la police, mais on ne va pas désarmer les soignants et les épidémiologistes. On en a besoin. Ce dont on est en train de parler, c'est de savoir, imaginons que par le plus grand des malheurs, en septembre, l'épidémie reparte. On ne sait pas. On ne sait pas. Ben, écoutez, les épidémiologistes, les gens qui se cassent la tête depuis des mois pour faire des statistiques, des données qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on est sur la courbe, si on est sur la croissance ou la décroissance de la courbe pour pouvoir adapter notre arsenal et adopter les justes réponses, si ces personnes-là, on leur dit « je suis désolé, on n'a plus les données, on a tout jeté ». On est incapable de vous dire combien il y avait de cas positifs dans la commune de machin. On est incapable de vous dire combien il y avait de cas contacts dans ce département. Je suis désolé, les parlementaires ne voulaient pas garder des données pseudonymisées, non identifiantes pendant 4 mois. On a tout perdu. On a tout perdu. Moi, j'attends, mesdames et messieurs les députés, qui vous apprêtez à voter ça, j'attends, en cas de reprise épidémique, les procès en « vous n'êtes pas préparés » ou « vous êtes des amateurs ».
Prenez vos responsabilités. Votez, mais n'allez pas dire que vous aidez, pardon, et là j'accentue un peu le trait, mais si vous votez ça, n'allez pas après nous dire que vous aidez le gouvernement, les soignants, les épidémiologistes, les chercheurs de ce pays à lutter avec efficacité contre l'épidémie. N'allez pas le dire. C'est simple, prenez vos responsabilités, mais pas de procès dans 4 mois, pas de procès dans 6 mois. Bien. Je crois avoir répondu sur les questions de fond. En vous rappelant que de toute façon ces données seront supprimées. Elles sont pseudonymisées 3 mois après avoir été identifiées. Pseudonymisées encore une fois. AB72, oui, c'est pas inintéressant de savoir qu'il y a eu des gens qui étaient contaminés, par exemple, et les gens qui se sont contaminés à Sarcelles avec les tests qui sont arrivés positifs. C'est pas inintéressant d'être capable de savoir qu'il y a eu un certain nombre de cas qui étaient positifs à ce moment-là de l'année. Et c'est vraiment utile pour les chercheurs, les épidémiologistes. C'est pas pour le ministre de la Santé, c'est pas pour le Premier ministre. Ça n'inclut pas d'action de limitation des libertés ou je ne sais quoi. On n'est pas dans un univers de tout contrôle où on pourrait avoir ce débat-là, mais dans ce cas-là, parlons des GAFA, parlons de toutes les applis que vous avez les uns et les autres sur vos téléphones. Soyons juste honnêtes, regardons la situation pour ce qu'elle est. Là, on fait juste de la sécurité sanitaire. Je vous remercie. Je prends 2 prises de parole, M. Hetzel et M. Prudhomme. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec attention. Il y a un argument que vous n'avez absolument pas utilisé. En l'occurrence, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les médecins ont alimenté des bases de données avec des règles précises en termes de conservation. On leur a annoncé quelque chose. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous faites voler en éclats les règles qui avaient été annoncées. Et donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est une rupture majeure de confiance vis-à-vis des médecins. Et à un moment donné, lorsqu'on est ministre de la Santé et que l'on met en place, là aussi, un certain nombre de dispositifs et qu'ensuite on renie les règles qui ont prévalu, eh bien tout de même, vous qui êtes médecin, eh bien justement, Monsieur le Ministre, je pense qu'il y a un problème majeur. Alors certes, on voit bien, ça n'est plus le ministre, c'est vraiment le politicien qui est en train de s'exprimer ici et il oublie l'intérêt général. Vous êtes en train d'oublier le fait qu'à un moment donné, sur des questions comme celle-là, vous ne pouvez pas procéder de la sorte. Et d'ailleurs, c'est l'Ordre des médecins qui vous a alerté en début de semaine en disant « ce sera une rupture majeure, Monsieur le Ministre ». Alors êtes-vous en train de nous dire que vous assumez une rupture majeure avec les médecins généralistes de ce pays? Monsieur Prudhomme. Merci aux collègues de rappeler que l'Ordre des médecins s'y est opposé. Je l'avais expliqué dans mon opposition à l'amendement. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas des élèves à qui vous faites une leçon magistrale. Sur l'histoire du Stop Covid, j'ai parlé du Health Data Hub. Je vous ai dit, sur Stop Covid, comme sur le reste, à chaque fois vous nous faites des promesses, main sur le cœur, ça vole en éclats. Quelques jours, quelques semaines après, vous nous dites Stop Covid n'y est pas. Dans 3 semaines, vous allez nous dire que finalement, ça y est. C'est comme l'histoire des données qui ne devaient pas être récoltées s'il n'y avait pas un contact prolongé depuis 15 minutes. Et que là, en fait, on s'aperçoit que tout le monde y est dans votre base. Donc tout le monde vous dit que vous nous racontez des histoires, des balivernes, y compris l'Ordre des médecins. Et pour Madame la rapporteure, arrêtez votre couplet sur la recherche, s'il vous plaît. Moi, les bras m'en tombent. Il y avait un chercheur, le professeur Canard, dans l'université d'Aix-en-Provence, du CNRS. Ce monsieur travaillait sur SARS-2, le SRAS, pardon, en 2013. Plus de subsides de l'État pour ses recherches. Et en 2020, on s'aperçoit que c'est ballot, il aurait fallu donner de l'argent public pour la recherche sur ce coronavirus parce qu'aujourd'hui, ça nous aurait été utile. Alors, s'il vous plaît, vos arguments, choisissez-les mieux parce que là, franchement, c'est trop, quoi. C'est trop et c'est pas crédible. Bien, nous passons au vote sur ces amendements identiques. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est pour? Je vous demande de bien marquer votre vote. Qui est contre? Ils sont donc rejetés. Le 67, Madame Gaillot, peut-être une présentation commune avec le 63, si vous souhaitez. Oui, voilà, je vais faire le 67 et le 63. Comme le texte nous est présenté justement pour revenir sur ce délai de 3 mois, j'en profite pour aller plus loin et raccourcir encore et proposer un délai de 2 mois de conservation. Ça, ce serait dans une limite raisonnable. Le deuxième, effectivement, ce sont des données sensibles, des données de santé, donc il nous apparaît important de circonscrire celles-ci à strictement limiter à certaines données. Voilà, ce sont 2 amendements différents. Merci. Je vous remercie beaucoup. Madame la rapporteure,
Défavorable, défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Même avis, même vote sur le second. Je vous remercie. Sur le 76, Monsieur Molac. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit en l'espèce de rappeler les droits des intéressés à exercer à tout moment leur droit à l'effacement et leur opposition, qui leur sont reconnus tant par le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, que par un décret du 12 mai 2020 relatif au système d'information. Je vous remercie. Votre avis, Madame la rapporteure? Défavorable. Défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Sur l'article 2, je propose de voter sur l'article 2 qui est pour, qui est contre. Il est donc adopté. Nous passons à l'article